Bonjour, je m'appelle Vincent Laurac. Je vais vous présenter un sujet sur les marketplaces. Donc le thème, on l'a intitulé « Me faut-il ma propre marketplace ?» L'idée, c'est de vous présenter un peu les bases, les fondamentaux d'une marketplace pour comprendre comment ça fonctionne, sur quels sont les intérêts pour quelqu'un qui devient opérateur de marketplace ou pour des acheteurs et des vendeurs. Donc on va démarrer tout de suite avec juste un petit quiz que j'aime bien faire pour démarrer. C'est marketplace ou e-commerce. Est-ce que, si on prend par exemple la Fnac, qui pense que la Fnac c'est un e-commerce? Vous avez le droit de lever la main pour répondre parce que... Donc il y en a un. Qui pense que c'est une marketplace? Ok. Si maintenant on prend Darty, e-commerce, marketplace, e-commerce. Je laisse e-commerce parce qu'il y a quelques mains qui sont levées. Marketplace. Ok. Decathlon, e-commerce. Marketplace. GoSport, e-commerce. Marketplace. Leroy Merlin, e-commerce. Marketplace. Et le dernier, Castorama, e-commerce. Marketplace. Ok. Donc, on rentrera dans le détail, mais les bonnes réponses, c'est Darty, la Fnac et GoSport qui sont des marketplaces et les autres qui sont des sites e-commerce. Donc, on va rentrer dans le détail pour essayer d'expliquer quelle est la différence entre ces deux concepts. Donc, d'abord, quelques chiffres. Au niveau e-commerce, aujourd'hui en France, ça génère 81 milliards d'euros sur tout ce qui est e-commerce et marketplace. On a environ 182 000 sites internet et sur ces 182 000 sites internet, il n'y a que 5% de ces sites qui représentent 85% du chiffre d'affaires. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de petits sites e-commerce, mais ceux qui génèrent réellement du chiffre d'affaires et qui font du business ne représentent qu'une toute petite partie. Deuxième élément de chiffre, on a 29% du chiffre d'affaires réalisé sur ce montant de chiffre global e-commerce. Donc quand je parle là d'e-commerce, hein, ça inclut aussi les marketplaces, qui est généré par les marketplaces, avec 70% sur du produit et 30% sur du service. Et dans les 8 sites les plus visités sur les 10 premiers sites sont des marketplaces. Donc concept de base. Qu'est-ce qu'une marketplace? Une marketplace, c'est une plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Ce qui veut dire que le vendeur, il vend son propre produit ou service. Ça veut dire que ce n'est pas le e-commerçant, ce qu'on appelle un e-commerce, hein, c'est quand je vends mes propres produits ou des produits que j'ai achetés à des marques que j'ai achetées, donc j'en deviens propriétaire et que je revends ces produits. La marketplace, elle va mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Donc ça, c'est la définition. On a plein de modèles de fonctionnement au niveau des marketplaces. Vous prenez par exemple le Bon Coin, c'est une marketplace. Il n'y a pas forcément un modèle transactionnel immédiat où le Bon Coin va prendre une commission sur le chiffre d'affaires qui est généré. Il y a des logiques d'abonnement ou de paiement pour des annonces pour des professionnels, mais il n'y a pas une logique de commission sur les transactions. Maintenant, le modèle le plus répandu en termes business sur les marketplaces, c'est la logique de commission sur les transactions, parfois avec de l'abonnement, parfois sans abonnement. Donc, revoyons un peu le process. Le process, c'est d'abord des vendeurs. Donc, on onboard sur une marketplace. Donc, ça, c'est le premier rôle d'un opérateur. C'est qu'il va onboarder des personnes, des vendeurs sur sa marketplace qui vont uploader leur catalogue sur la marketplace. Donc là, quand on voit opérateur, hein, on va dire que ça symbolise la plateforme qui va être la marketplace. Ils uploadent leur catalogue. L'opérateur va pouvoir valider les produits ou pas. Pareil, c'est des options qu'on va pouvoir mettre. Et ensuite, ces produits vont être disponibles pour les acheteurs. Donc l'acheteur va venir faire une transaction, remplir son panier ou choisir un certain nombre de services, va faire une transaction. Et c'est là où c'est particulier dans la marketplace, c'est que les produits, ils restent la plupart du temps chez le vendeur.
et c'est le vendeur qui va s'occuper de tout ce qui est expédition des produits. C'est le vendeur qui est le propriétaire des produits, donc a investi dans le stock, et c'est le vendeur qui va expédier ses produits à l'acheteur. Au niveau paiement, donc au moment où l'acheteur paye sa transaction, la transaction, elle est stockée sur un compte bancaire qui est, on va dire, garant du fait que derrière, le vendeur va être payé. Donc ça aussi, c'est une des forces du modèle marketplace, c'est que le rôle d'un opérateur et ce qu'apporte une marketplace, c'est d'être un tiers de confiance entre des acheteurs et des vendeurs, avec des acheteurs qui sont assez sûrs de ce qu'on va leur apporter parce qu'ils discutent avec un tiers de confiance sur le fait que les vendeurs soient sérieux, qu'ils vont bien être livrés, qu'ils vont bien recevoir le bon produit. Et de l'autre côté, des vendeurs qui sont sûrs d'être payés, puisque ce que va souvent, la plupart du temps, une des promesses que va donner le vendeur, l'opérateur, excusez-moi, c'est de certifier au vendeur qu'il va bien être payé. Et donc, pour ça, il y a tout un mécanisme avec des systèmes de paiement où l'argent est stocké sur un compte en attendant que l'acheteur ait bien reçu sa pièce ou son produit et ensuite l'argent est transféré au vendeur. Les flèches en bleu présentent aussi tous les flux de communication, d'informations qu'il peut y avoir entre des acheteurs et des vendeurs directement. Donc les vendeurs et les acheteurs peuvent se parler, les acheteurs peuvent parler à l'opérateur et l'opérateur et le vendeur peuvent discuter. Donc ça peut être des informations de communication, d'échange, de discussion, ça peut être des informations des flux financiers, ça peut être des transferts de logistique, etc., etc. Donc, pour résumer la logique marketplace, ce qui est important, c'est que cet écosystème marketplace, elle apporte une promesse, une valeur pour chacun des acteurs autour de la marketplace. Donc, tout d'abord, au niveau de l'acheteur, on parle de one-stop shop, souvent sur les marketplaces, parce que la marketplace donne l'opportunité d'avoir un catalogue produit qui est énorme, puisqu'on n'est pas obligé d'investir sur l'achat de produits et de gérer un stock qui est énorme, puisqu'on a de multiples vendeurs. On peut avoir un catalogue qui est très grand. C'est ce qu'on voit sur des marketplaces comme Amazon, hein, où vous pouvez tout trouver sur Amazon ou sur Alibaba en Chine. Le deuxième élément, c'est pour un acheteur la possibilité de comparer des prix, des offres, des conditions différentes. Donc sur une marketplace, on va afficher l'ensemble de ces informations, des informations de livraison, des informations de garantie, des informations sur les produits. Et le tiers de confiance qui garantit à l'acheteur, donc ça c'est vraiment l'image de marque d'une marketplace, quand on va chez Amazon, c'est parce qu'on est sûr d'être livré très vite, c'est parce qu'on est sûr que s'il y a un souci, Amazon va le gérer. Et c'est ce qui se passe, c'est vraiment le gain pour un acheteur. Pour un vendeur, à quoi ça sert une marketplace quand moi je vais sur une marketplace qui existe et que je vends mes produits sur une marketplace qui existe? D'abord, c'est que je bénéficie d'un trafic, d'une visibilité. Les gens qui mettent leurs produits pour les vendre sur Amazon, ils savent que sur Amazon, il y a des millions et millions de clients qui viennent tous les jours pour consulter leurs produits. Donc ça leur fait une visibilité tout d'un coup qui est très très importante. La deuxième chose, c'est l'assurance d'être payé. Et le troisième, c'est que ça permet de vendre sans avoir beaucoup d'investissement. Pas besoin de créer mon site internet, même pas besoin d'avoir une boutique physique. Je peux mettre mes produits sur Amazon et les vendre de manière très simple et rapide. Donc évidemment, ça a un coût. Hein. Amazon ou une autre marketplace va prendre des commissions, c'est le principe de l'opérateur, pour rémunérer cette mise en relation. Dernier acteur dans ce domaine, c'est l'opérateur de la marketplace. Et donc c'est un peu le sujet central de ce tuto, c'est de se dire, me faut-il ma propre marketplace? Et donc pour quelles raisons on aurait sa propre marketplace? Donc une des premières raisons, c'est qu'être opérateur de marketplace, c'est fédérer et maîtriser un écosystème business. Quand on est opérateur de marketplace, sous réserve que la marketplace marche, hein, parce que ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a du boulot pour arriver à devenir un acteur incontournable dans son domaine d'activité. À partir du moment où ça fonctionne, on a un contrôle qui est assez énorme sur tout le marché, sur les vendeurs, sur les acheteurs, sur les prix pratiqués, sur la concurrence, sur les statistiques. On est vraiment au cœur de la data, c'est ce qui est marqué un peu plus bas. Et donc on a une forte connaissance des tendances du marché.
Pour un opérateur, c'est aussi le fait d'avoir zéro stock et zéro logistique. Donc ça, pareil, c'est le modèle, on va dire, pur et absolu. Après, il y a des modèles un peu hybrides. Je reprends Amazon parce qu'il est bien connu de tout le monde. Aujourd'hui, une des forces d'Amazon, c'est son service logistique. Ils ont un service logistique qui est incroyable, qui vous permet d'être livré en 24 heures, voire même en 6 heures à Paris. Et pour ça, ça veut dire qu'eux, ils rajoutent comme service pour les vendeurs le fait de s'occuper de la logistique. Donc les vendeurs envoient leurs produits, en tout cas certains envoient leurs produits chez Amazon, payent un service spécifique qui va gérer la livraison et le stockage, et Amazon stocke les produits et permet comme ça de les livrer dans un temps très court. On peut aussi, quand on travaille chez Amazon, envoyer ses produits soi-même, c'est un choix, mais ça fait partie après des conditions qui vont faire que un client, un acheteur va choisir plutôt un vendeur qu'un autre en fonction des délais de livraison. Une offre beaucoup plus large, je pense que ça vous l'avez compris, la possibilité d'avoir une offre très large et la possibilité de tester des produits sans aucun risque. Je vous prends un exemple particulier qui est la Fnac. La Fnac, donc, qui au départ était un e-commerce, qu'on connaît tous depuis très longtemps, s'est transformé à un moment en marketplace et par ce modèle-là, permet de tester des produits, des plages de produits de manière très facile, puisqu'ils n'ont pas d'investissement à faire, ils n'achètent pas des nouveaux produits pour voir si ça va marcher ou pas, et puis après ils restent avec des stocks sur les bras. Ils peuvent juste ouvrir une nouvelle catégorie sur leur marketplace, et puis tout d'un coup trouver des vendeurs qui vont proposer leurs produits, voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça devient une gamme de produits éventuellement qui vont aussi enchérir, enfin aussi comment dire, qui vont aussi prendre en compte dans leur offre à eux, et puis ils peuvent aussi la laisser aux vendeurs. Ça, c'est des choix après stratégiques dans la gestion d'une marketplace. Être au cœur de la data aujourd'hui, dans un écosystème business, c'est un des sujets aussi qui est fondamental. On le sait tous, avec les informations marché, on peut se positionner stratégiquement et faire plus de business. Donc ça, c'est vraiment les éléments clés de la position d'opérateur. Petit historique sur les marketplaces. Donc, la marketplace que j'ai décrit le plus, qui est Amazon, on va dire que c'est la première génération de marketplace. C'est des e-shops classiques, plutôt B2C. On a eu eBay tout au départ, on a Amazon aujourd'hui. C'est un modèle qui est assez classique. Ensuite, deuxième génération, c'est des verticaux qui ont été gérés par, au niveau par exemple tourisme, transport, Airbnb, Uber pour tout ce qui est transport. Donc c'est une logique verticale, ça veut dire qu'on apporte un service. Ça peut être évidemment aussi des verticaux produits, mais aujourd'hui ce qui est sorti c'est plutôt des verticaux services. Et la troisième génération qui aujourd'hui est vraiment au cœur des problématiques marketplace parce que c'est assez nouveau. On va dire que le B2B est quand même assez en retard sur ces sujets par rapport au B2C. C'est le B2B. Et donc là-dessus, il y a énormément de choses à faire pour toutes les entreprises. On va dire que ce modèle, c'est un modèle qui est très disruptif et qui peut vraiment apporter des nouveaux business models pour une entreprise qui n'était pas du tout focalisée sur ce genre de pratiques. Donc voilà un peu un panel de marketplace, donc vous en connaissez sûrement certaines. Donc en haut à gauche, vous avez tout ce qui est plutôt B2C et orienté produit. Donc avec Fnac, Mano Mano, Amazon. Mano Mano, c'est une marketplace dans l'outillage type Leroy Merlin ou Castorama, mais en mode marketplace. C'est une plateforme native marketplace, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de boutique ou de e-commerce quand ils ont commencé. Ils sont partis directement sur une logique marketplace et ça marche très très bien. Sur la droite, vous avez plutôt tout ce qui est service. Donc ça aussi, je pense que vous les connaissez puisque c'est des choses qui sont assez grand public. Doctolib, Blablacar, Airbnb, Uber, on en a parlé, Deliveroo, service de livraison. Et en bas, vous avez plutôt tout ce qui est B2B. Donc ça, c'est des choses qui sont sûrement moins connues, excepté Alibaba, qui est une marketplace assez similaire à Amazon chinoise, dans laquelle vous pouvez trouver beaucoup de choses et qui, eux, adressent directement le B2B et le B2C. Et des marketplaces plus particulières, plus spécifiques, moins connues,
comme Station One. Donc ça, c'est une marketplace qui a été créée par Alstom pour les pièces détachées, donc dans le monde du ferroviaire. Alstom fabrique des rames de train, de métro pour le monde entier. Et aujourd'hui, eux, typiquement, ils avaient un écosystème business qui était intéressant pour eux de mettre en valeur. Donc, ils ont développé une marketplace. Et donc, ça, c'est une marketplace qu'on a développée avec la solution Iceberg et que Open a développé pour eux. Squarely Market Organics, c'est aussi 2 projets qu'on a développés pour des sociétés comme pour Suez R&V, dans le monde du déchet. Donc c'est vraiment très particulier. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans le B2B, les modèles sont complètement originaux. N'a rien à voir avec un Amazon du départ. Pour vous prendre un exemple, Organics, c'est une marketplace qui permet de mettre en relation des producteurs de matières organiques et des acheteurs de matières organiques. Donc les acheteurs, c'est quoi? C'est des méthaniseurs. C'est des gens qui transforment cette matière organique en énergie. Le problème, c'est que la matière organique, parfois, elle a de la valeur méthanogène pour transformer en énergie, parfois, elle n'en a pas. Donc c'est une marketplace qui est de produits et de services, sur lesquels le prix des matières, parfois, peut être positif. Ça veut dire que le méthaniseur va payer pour récupérer cette matière et la transformer en énergie, mais parfois, il va simplement proposer une prestation d'enlèvement au producteur, parce que cette matière, elle vaut rien, et donc c'est le producteur qui va payer. C'est pour ça qu'on a des prix négatifs ou positifs, et donc là, c'est un modèle qui n'a rien à voir avec une marketplace classique, un e-shop classique avec des produits. Et donc là, il faut inventer des modèles avec chaque entreprise pour répondre à ses besoins. En transport, pareil, les matières dont on parle, ça ne se transporte pas avec UPS dans un colis, ça se transporte dans des camions pleins, des camions qui sont spécifiques à ce type de matière. Donc plein de problématiques, et c'est aujourd'hui vraiment un domaine d'activité qui est ultra intéressant. C'est que dans chaque entreprise, il y a des logiques B2B sur lesquelles des logiques B2B qu'on peut adresser avec un modèle marketplace qui va être complètement disruptif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, qui va permettre de créer des nouveaux modèles business, des nouveaux modèles de rentabilité, et qui sont souvent très intéressants pour toutes les entreprises. Alors, quelques conseils pratiques. Je suis resté assez large parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Pour mettre en place un projet marketplace. Donc, je ne parle pas là-dedans de décider d'aller vendre ses produits sur une marketplace. La décision d'aller vendre ses produits sur Amazon ou sur Alibaba, c'est une décision qui est plutôt marketing, qui n'est pas le cœur de notre sujet. Le cœur de notre sujet, c'est me faut-il ma propre marketplace? Et donc pourquoi, à partir du moment où on a décidé qu'il faut sa propre marketplace, il y a quelques points clés qui est important de respecter. Le premier, c'est de bien cadrer son sujet. Cadrer son sujet, c'est de définir, premièrement, quelle est la valeur de cette marketplace, qu'est-ce qu'elle va apporter aux acheteurs, aux vendeurs et à moi en tant qu'opérateur. Il faut être bien clair sur ces choses-là. Si on n'a pas une promesse pour chacun de ces 3 acteurs, la marketplace ne va pas fonctionner. Donc c'est important d'avoir une phase de cadrage avec des gens qui ont une expertise pour vous accompagner si vous n'avez pas les experts dans votre société sur ces sujets, pour bien penser à l'ensemble de ces points. Donc ça, en termes de valeur. 2, il faut comprendre que le modèle marketplace, c'est un modèle qui est assez récent, sur lequel il y a énormément de sujets techniques. Quand je dis technique, ce n'est pas juste la technique informatique, mais il y a des aspects juridiques, il y a des aspects en termes de taxes, de currency, de langage, de use case, de rating des vendeurs et des acheteurs. Il y a énormément de sujets à adresser qui vont faire que votre marketplace, en termes d'usage, elle va fonctionner. Et donc, la partie cadrage est très importante parce qu'elle vous donne les bases pour ensuite pouvoir mettre en place un projet. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une approche MVP. Donc MVP, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde comme terme dans l'assistance, mais ça veut dire un minimum viable product. C'est un produit qui est le plus simple possible, qui va apporter de la valeur aux acteurs, mais sur lequel on se dit, on fait cette première partie qui a un sens business, qui va marcher en termes de business, mais on ne met pas tout dedans. On regarde ce que ça donne et au fur et à mesure, on fait évoluer ce produit pour qu'il ait de plus en plus de valeur pour les utilisateurs. Ça permet d'avoir une approche agile, itérative, qui permet de faire rencontrer les besoins des utilisateurs, les attentes des utilisateurs et le produit que vous allez leur proposer.
Le troisième point, c'est faites-vous accompagner par des experts. Je l'ai un peu dit dans le premier, c'est vraiment des problématiques complexes qui sont nouvelles sur tous les aspects. Et le dernier, c'est il faut penser à anticiper le lancement. La partie technique, on va dire, aujourd'hui, elle est très bien maîtrisée. Il y a des solutions de marketplace qui fonctionnent bien. On peut développer du sur-mesure. Dans les solutions, on vient de racheter chez Open Iceberg, qui est une des plus belles solutions de marketplace sur le marché, qui est très large en termes de périmètre fonctionnel, puisqu'elle fait et du produit et du service. Donc, ça permet d'adresser l'ensemble de ces sujets. Et anticiper le lancement, c'est de se dire qu'en dehors de la solution, et aujourd'hui la solution c'est plus tellement un sujet, on sait faire, ça fonctionne bien. Par contre, il ne faut pas oublier tous les autres sujets qui sont des sujets de communication, de marketing, de qu'est-ce que vous allez mettre comme équipe pour opérer un modèle marketplace, des aspects juridiques. Il ne faut pas se retrouver la veille du lancement à dire qu'est-ce qu'on fait comme contrat, comme condition générale. Tout ça, c'est des sujets qu'il faut anticiper. Ça veut dire qu'au même moment où on lance un projet sur un niveau technique et un niveau fonctionnel, il faut bien penser à tous ces aspects qui vont autour avec le lancement d'une marketplace et ne pas oublier une des problématiques majeures de la marketplace qui est une problématique de masse entre les acheteurs et les vendeurs. Si vous avez une marketplace avec plein d'offres mais pas d'acheteurs, les vendeurs ils vont vite s'en aller. Si vous avez une marketplace avec plein d'acheteurs mais pas d'offres, ils vont aussi s'en aller. Et donc cette problématique de masse à gérer, elle est assez touchy et il faut y penser bien en amont pour pouvoir l'anticiper et la gérer au mieux. Voilà. Je termine avec un slide sur un livre blanc qu'on va vous distribuer ou qu'on vous a distribué, je ne sais pas, qu'on a réalisé avec l'EBG, l'Electronic Business Group, qui rassemble beaucoup de grosses entreprises françaises. Donc ça a été un travail de plusieurs mois sur lequel on a fait des ateliers de réflexion sur les problématiques, les enjeux des marketplaces. Vous en avez quelques thèmes ici sur les stratégies et les business models, sur les facteurs clés de succès et les enjeux techniques, juridiques et fonctionnels. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez consulter ce livre blanc, le prendre pour chez vous et vous pouvez évidemment venir continuer cette discussion sur le stand 65, le stand Open. On est à votre disposition si vous avez des sujets marketplace ou autres sujets digitaux, puisqu'on ne fait pas que des marketplaces chez Open. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions et quelqu'un veut le micro? Non? Bonjour, merci. Finalement, quel est le critère qui fait que je décide de partir en marketplace par rapport à me servir d'une marketplace existante? Alors, un des gros critères, à mon sens, c'est le fait d'être au cœur de la donnée. Quand vous utilisez une marketplace existante, ce que vous voulez faire, c'est de la visibilité. C'est comme si vous ouvriez un nouveau magasin sur lequel il y a des gens qui vont venir. Quand j'ouvre ma marketplace, ça veut dire que je me mets au cœur de la donnée et c'est moi qui contrôle le marché. Donc c'est vraiment une logique qui est complètement différente de dire je vais mettre des produits sur une marketplace ou des services sur une marketplace existante, qui est juste un canal de distribution et de visibilité supplémentaire, et de dire je vais créer une marketplace. Et souvent, c'est pas du tout le même choix stratégique. Il y a un choix vraiment stratégique de changement disruptif dans son modèle de fonctionnement, alors que aller vendre ses produits sur une marketplace, c'est vraiment une logique qui est purement commerciale de développement et de distribution de ses produits. D'autres questions ?